Alors, ce soir, je vais vous parler de la loi sur les hydrocarbures, le projet de loi sur les hydrocarbures, mais il faut que vous sachiez que c'est une loi dans une loi. Parce qu'en fait, la loi, ça s'appelle la loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Ça, c'est le titre global de la loi. Et cette loi-là comprend 24 articles. Il y en a 22 qui traitent de la transition énergétique, comment on va tranquillement se débarrasser des hydrocarbures pour passer vers des énergies renouvelables, donc moins polluantes. Là-dessus, la société québécoise, il n'y a personne que j'ai entendu qui a contesté ce volet. Mais l'article 23 et 24 de cette grande loi-là, l'article 23 comprend 269 articles, et ça, c'est la loi sur les hydrocarbures. Donc, c'est une loi dans une loi. Vous savez, M. Harper, notre ancien premier ministre canadien, faisait ça souvent, il faisait des projets de loi qu'on appelait NAMO, tellement il y avait de stock là-dedans, de modifications législatives. C'est un peu le modèle qu'a pris notre gouvernement au Québec avec l'adoption de cette loi-là. Bon, alors, dans la loi, on commence d'abord par ce qu'on appelle les principes généraux. Après ça, il y a les définitions. Après ça, on rentre dans le cœur de la loi. Mais c'est important de s'arrêter quelques minutes sur les principes généraux, parce que vous allez voir que c'est pas clair là, comment le gouvernement fait ça. Alors, le premier grand principe, il nous dit on va régir le développement des hydrocarbures sur le territoire du Québec, mais en fonction des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Vous savez, le gouvernement s'est doté d'une politique de réduire petit à petit notre empreinte carbone, le fait qu'on utilise les hydrocarbures. Et donc, on veut réduire d'ici 2020 certains objectifs jusqu'à 2030. Et 2030, on veut avoir réduit notre consommation de pétrole d'à peu près 40%. Alors, à la fois, on dit on va développer les hydrocarbures, puis à la fois, on dit on va réduire notre empreinte carbone, l'émission des gaz à effet de serre. C'est contradictoire parce que si on veut développer les hydrocarbures au Québec, si on veut créer, par exemple, 5000 puits sur l'île de l'Anticosti, des centaines et des milliers en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, bien, tout ça, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur nos gaz à effet de serre, et que les chercheurs évaluent à peu près à 20% de la balance globale de toutes nos émissions. Alors, comment d'un côté on peut dire on va réduire ça de 40%, alors qu'en même temps, on va s'engager dans une industrie qui, elle, va les développer, nos gaz, d'au moins 20%. Donc, quand on nous dit qu'on va gérer ça en fonction de la réduction de nos gaz à effet de serre, moi, je trouve que c'est un peu contradictoire. Le deuxième principe, on nous dit les hydrocarbures font partie du domaine de l'État. Bien, il faut que vous sachiez que quand vous êtes propriétaire du sol, d'un terrain, ici, vous êtes propriétaire d'à peu près 2 mètres d'épais. C'est-à-dire 2 mètres, c'est la zone dans laquelle il y a une activité biologique. Le sous-sol, ça a été nationalisé. En 1982, le gouvernement de l'époque a nationalisé le sous-sol. Avant ça, vous étiez propriétaire. Quand vous étiez propriétaire d'un terrain, vous étiez propriétaire de ce qu'il y avait en dessous du terrain. En 82, c'est fini, sauf les exceptions, je vais y revenir tantôt. Et on a nationalisé tout ça. Alors, on nous dit les hydrocarbures font partie du domaine de l'État. Très bien, ils sont dans le sous-sol. Le problème, c'est que notre sous-sol il a été concédé, voire, je dirais, bradé à 17 hectares, qu'on a donné des permis, des claims, on appelle ça des claims miniers. Et donc, à 17 hectares, on a donné ça, le gouvernement a donné ça, la plupart du temps des amis du régime. En fait, ce sont les personnes qui travaillaient pour Hydro-Québec Énergie et Gaz, ou qui étaient des anciens politiciens. Par exemple, M. Savoie, le propriétaire de la compagnie Gaston, c'est l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles dans un cabinet libéral antérieur, à l'époque de M. Bourassa. Alors donc, on les a donnés, parce que ces gens-là l'ont dit, bien écoutez, il n'y a rien à ça, ça vaut rien, ça. Fait après ça, ils sont passés à l'entreprise privée, ils ont parti Junex, ils ont parti Petrolia, ils ont parti Squatex, ils ont parti Petro-Olympique. C'est toutes des compagnies québécoises où on trouve des anciens cadres qui, après nous avoir dit qu'il n'y avait rien là, l'ont acheté à 17 hectares. Bon, est-ce qu'on a fait une bonne affaire en nous vendant ça 17 hectares? Bien, pour vous donner une idée, la Colombie-Britannique, avec
une superficie octroyée 5 fois plus petite qu'au Québec. Ils ont rapporté 5 milliards de dollars. Nous, ça nous a techniquement rapporté 290 millions. Mais je dis techniquement parce que dans les faits, ça ne nous a rien donné du tout. On nous a donné un congé fiscal à cette compagnie-là. M. Bachelin, l'ancien ministre des Finances, nous avait donné un congé fiscal. Alors donc, encore une fois, ça nous semble contradictoire. Alors ça nous dit oui, les hydrocarbures, ça appartient à la population, mais le gouvernement l'a concédé. Je vous dis qu'il y avait une exception, c'est qu'en fait, dans la loi sur les mines, parce qu'actuellement, les hydrocarbures, le gaz, le pétrole, le condensat, c'est considéré comme un minerai. Ça relève de la loi sur les mines. Dans la loi sur les mines, on disait aussi que les mines, les sous-sols, ça fait partie du domaine de l'État, mais il y avait des exceptions. Alors, parmi les exceptions, toutes les personnes qui vivaient sur des terres qui étaient des anciennes terres de seigneurie. Vous savez, le long du fleuve Saint-Laurent, à l'époque de la colonisation française, il y avait des seigneuries qui concédaient des terres à des cultivateurs, à des paysans. Alors, ces gens-là nous dit la loi actuelle, vous êtes propriétaire du sol et du sous-sol. Mais là, le projet de loi, lui, d'un trait de plume, il efface tout ça. Parce qu'il dit simplement les hydrocarbures font partie du domaine de l'État, puis il n'y a pas d'exception. Les exceptions, quand vos droits acquis avaient été protégés par la loi sur les mines, là, avec la loi sur les hydrocarbures, ça disparaît. Donc, c'est au minimum, selon ce qu'on a pu savoir comme chiffre, c'est compliqué à connaître, au moins 65 000 personnes qui perdent leurs droits sur le sous-sol et sans aucune indemnité. Alors, c'est une expropriation déguisée, sans aucune indemnité pour les gens qui étaient propriétaires du sous-sol. Alors, je vous explique pourquoi on a nationalisé en 82. C'est que, historiquement, sous le régime français, je vais faire de l'histoire assez lointaine, jusqu'en 1763, généralement, quand le roi concédait des terres, il les concédait avec le sous-sol, sous réserve de l'or et d'argent. Hein? Les rois avaient une espèce de fétichisme de la monnaie, de l'argent, qui étaient très anxieux. S'il y avait de l'argent dans le sous-sol, ça appartenait au roi. Le régime anglais, à partir de 1763 jusqu'à 1880, c'était la même chose. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que les gens, à un moment donné, se sont mis à vendre leur terrain, ils vendaient la surface, mais ils gardaient le sous-sol. Alors là, quand les prospecteurs miniers, dans les années 80, voulaient faire de la recherche minière, il fallait qu'ils consacrent au moins 20% de leur budget à la recherche de titres. Qui était le véritable propriétaire du sous-sol? Là, je vous parle de trucs qui sont plus passés depuis la colonie française jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte que ça a passé dans plusieurs mains. Puis là, les notaires, eux autres, se frottaient les mains parce qu'ils disaient ça, c'est de la recherche de titres. Waouh! Ça, c'est payant. Et on en a pour une couple de mois. Ça coûtait 50 000, 60 000, 100 000. Alors là, si le gouvernement dit que ça n'a pas de sens, ça empêche le développement minier. On va nationaliser le sous-sol, mais en conservant un peu l'espèce de privilège aux gens qui étaient sous le régime français, qui étaient dans des seigneuries. Alors ici, dans la région de Nicolette, on est une ancienne seigneurie. Alors il est probable qu'un certain nombre d'entre vous, qui êtes propriétaires de terre ici, bien, vous venez de vous faire exproprier le sous-sol, puis vous n'avez jamais entendu parler avant que j'arrive ce soir. Alors, ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer. Donc, deuxième principe, ça appartient à l'État. L'État l'a plus ou moins volé au monde, mais oublions ça. Mettons que ça appartient à l'État, mais l'État l'a concédé à des compagnies. Donc, encore un principe contradictoire. Troisième principe, on nous dit l'exploitation des hydrocarbures au Québec, là, rassurez-vous, ça va se faire selon les meilleures pratiques généralement reconnues. Mais reconnues par qui? Il faut se poser la question. Reconnues par les entreprises, les sociétés. Et c'est pas la queue qui va branler le chien, c'est le chien qui va branler la queue. C'est-à-dire que nos compagnies québécoises, ils peuvent faire de la recherche d'hydrocarbures. Mais quand on va arriver en phase d'exploitation, de production d'hydrocarbures, puis qu'il va falloir utiliser la fracturation hydraulique, parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'au Québec, on n'a pas de gisement conventionnel de pétrole. Vous savez, une poche, on met un tuyau, on met une poche, puis on porte du pétrole, puis on vide la poche, ça prend le temps que ça prend. Ici, là, de ça, on n'en a pas.
Alors, si on veut chercher les hydrocarbures, il faut utiliser des procédés dangereux comme la fracturation hydraulique, la stimulation des puits à l'acide. Et on sait que ces procédés-là, ils sont dangereux pour la qualité de notre eau potable, ils sont dangereux pour la santé de la population. Moi, je fais partie d'un collectif scientifique, on est 5 scientifiques, Mike Durand, ingénieur et géologue, Chantal Sadalia, ingénieur et hydrogéologue, Marc Brunman, docteur en biophysique, et Céline Barrier, biologiste, et moi qui suis juriste et sociologue. Et on a fait, en janvier 2016, on a publié un long document de plus de 150 pages où on a répertorié tout ce qui se passe à l'échelle de la planète au niveau des hydrocarbures quand on utilise la fracturation hydraulique. Et on s'est rendu compte qu'il y a des milliers de cas. Les gens qui habitent à moins de 2 km d'un puits gazier pétrolier, c'est à peu près certain qu'ils vont retrouver leur puits d'eau potable contaminé. On en a déjà des indices importants à Gaspé, là, autour de l'Allemagne, les puits d'observation, les puits d'eau potable. On a déjà retrouvé dans ces puits-là du méthane thermogénique. Vous savez, du méthane, il y en a tout le temps eu, là. La décomposition de la matière organique, ça crée du méthane. Mais la signature isotopique, la signature chimique de ce méthane-là dépend si c'est du méthane qui est en surface, qui vient du pourrissement de la matière organique, ou si c'est un méthane qui vient des grandes profondeurs et qui est associé donc au forage. Dans les puits autour de l'Aldeman 1 à Gaspé, on retrouve actuellement du méthane thermogénique dans les puits des résidents. Alors, c'est un indice. Moi, je n'ai pas fait la preuve scientifique que c'est lié au forage qu'on a eu à date. Mais disons qu'il y a des doutes là, qui sont créés. Est-ce que ça vient du forage qu'on a réalisé? C'est plus probable. Ou est-ce que ça vient des failles naturelles qui pourraient exister dans le sol? C'est aussi une possibilité. Mais ce que ça nous indique, c'est que s'il y a des failles naturelles dans le sol, et qu'ensuite on va à nouveau fracturer, creuser de plus en plus de trous, bien évidemment, on va créer ainsi les voies préférentielles pour la remontée des contaminants vers les nappes phréatiques, vers une source d'eau potable, et c'est ça qui est effectivement dangereux. Donc, on voit là que les meilleures pratiques de l'industrie, à date, on sait que ça conduit à des contaminations des sources d'eau potable, à des problèmes de santé importants. Et donc, c'est un principe, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est l'autorégulation. Hein. Les meilleures pratiques des compagnies, c'est elles qui les déterminent. Donc, le gouvernement laisse la bride sur le cou à ces compagnies-là en disant « Allez-y, développez ça, faites les meilleures pratiques possibles par rapport à ça. » Alors, l'autorégulation, c'est ça qui nous a donné 47 morts à Lac-Mégantic. Hein. Dans une compagnie de chemin de fer, c'est aussi l'autorégulation, ils font ce qu'ils veulent, avec les conséquences qui en découlent. Alors, voilà les 3 grands principes qui ont guidé la loi. Après ça, on arrive dans les définitions. Et vous allez retrouver toutes sortes de termes ésotériques, là, des termes qu'on n'entend jamais, là, puis que personne ne comprend, comme par exemple des sondages stratigraphiques, ou encore de la complétion, qui est la stimulation physique ou chimique des puits, ou des raccordements. En fait, les termes qui sont définis dans le projet de loi, c'est pour éviter que la population sache exactement de quoi il s'agit. Parce que si on vous avait parlé de quadriller l'ensemble de notre territoire d'oléoduc ou de gazoduc, peut-être vous auriez été inquiet. Si on vous avait parlé que pour sortir le pétrole, on allait utiliser la fracturation hydraulique, c'est pas tellement bien connoté, hein, comme on dit en sociologie. Il y a une connotation négative attachée à ces termes-là. Donc, le gouvernement a utilisé d'autres termes, puis en l'espoir sans doute qu'on n'allait pas trop savoir de quoi il s'agissait. Mais si on veut les comprendre, ces définitions-là, il faut les comparer avec d'autres définitions qu'on retrouve dans d'autres instruments réglementaires et législatifs. Alors, par exemple, dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, il y a une définition de la fracturation hydraulique, dans laquelle on explique que la fracturation, c'est l'opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide sous pression par l'entremise d'un puits, à
à l'exception de celles utilisant un volume de fluide inférieur à 50 ml. Alors, donc, sur le plan juridique, quand on injecte dans les puits moins de 50 ml de produits chimiques, ben, ce n'est pas de la fracturation. Mais je vous ai parlé précédemment quand on parle de complétion, qui s'appelle la stimulation chimique des puits. Alors, vous voyez un peu le jeu, là. Il faut référer d'une loi à l'autre, d'un règlement à l'autre, pour comprendre véritablement la portée du projet de loi. Après les définitions, là, on rentre dans le crunch, on rentre dans le cœur du projet de loi. Qu'est-ce qu'on y trouve? Premièrement, une obligation pour les citoyens de déclarer des découvertes, soit de gaz sur leur terrain, lorsqu'il y a un débit continu, quand on voit des ballons là, qui se forment, ça c'est un débit continu. Donc, il y a du gaz qui sort constamment. Alors, si vous remarquez ça sur votre terrain, vous avez maintenant l'obligation de déclarer ça au ministère. Vous avez également l'obligation de déclarer si on retrouve chez vous un puits abandonné. Vous savez, au Québec, on a creusé, depuis le début du 20e siècle, on a creusé plus de 1000 puits. Et le gouvernement sait approximativement où ils sont situés, ces puits-là. Approximativement, parce qu'il y a une équipe récemment qui est allée sur le terrain pour essayer de les retrouver et voir s'ils étaient en bon état. Et souvent, on avait une indication que le puits se trouve à telle longitude, puis à telle latitude. Puis les gens arrivaient sur place avec le GPS, puis il n'y avait pas de puits là. Puis en questionnant les agriculteurs autour, ils apprenaient que c'est sur le terrain, puis d'autres terrains plus loin. Bon. Alors, le gouvernement veut, d'après moi, savoir un peu où est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ne savent pas trop. Donc, vous avez dorénavant une obligation de dénonciation. Bon, en soi, on peut dire que c'est pas trop fatigant. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces informations-là, ça va être inscrit dans des registres publics qui, eux, vont devoir être consultés par les notaires. Alors, si vous arrivez pour vendre votre propriété, puis que sur votre voisin, il y a un puits de gaz abandonné qui fuit, parce qu'on sait que les puits, là, écoutez, dans l'étude qu'on a faite, dont je vous parlais précédemment, les statistiques américaines, sur 50 000 puits, la première année, puits neuf, il y a 5 qui fuient, puis après 10 ans, c'est 50 des puits qui fuient. Alors donc, si vous vous retrouvez avec un puits chez votre voisin qui fuit, puis que là, on regarde ça, quelqu'un va acheter votre propriété, puis il s'informe un peu, le notaire, voit d'à côté, il y a un puits de gaz de schiste ou un puits pétrolier. Ça peut avoir un impact sur la valeur de votre propriété. Si sur votre propre propriété, vous avez ça, quand vous allez arriver pour vendre ça, bien là, ils vont peut-être avoir de l'exploitation gazière, on peut peut-être faire l'exproprier. Bon, bref, ça peut avoir, je ne dis pas que ça va avoir, je dis que ça peut avoir un impact sur la valeur des propriétés. Si vous réussissez à vendre, le propriétaire peut probablement vous poursuivre une fois que vous avez vendu. Oui, mais là, ça dépend si c'est un risque caché, si vous saviez, vous ne l'avez pas dit. Si le voisin décide que tu ne sais pas. Oui, mais là, votre responsabilité est moins grande, parce qu'effectivement, là, à partir du moment que les notaires vont commencer à dire qu'on regarde ça, les gens qui vont acheter des propriétés, ils vont aller maintenant chez le voisin. Ça va avoir une probabilité aussi de voter pour d'autres types de cul quand on regarde. Ça, c'est pas mon domaine de spécialité, je vous laisse ça. Pour les élections, ça va être après. OK, alors donc, obligation de découverte avec éventuellement conséquences sur la valeur de vos propriétés. Après ça, la loi a divisé en trois les opérations nécessaires pour produire des hydrocarbures. Recherche, production, stockage. Okay? Et à chacune de ces étapes-là, il va y avoir des obligations et des droits qui vont être attachés, dont il faut tenir compte. Mais retenez là, que pour toutes ces opérations-là, ça prend une licence. Une licence qui va être cessible, dit la loi. Cessible, ça veut dire qu'il peut être cédé. Il peut être vendu, donné sous contrat, hypothéqué, etc. Et ça va être pour un territoire donné. Évidemment, vous avez un claim. Alors, ce claim-là, c'est sur un périmètre donné. Vous projetez vers le fond, vers le sous-sol, et ça vous donne exactement quelle est la portée de votre permis. Et il y a des territoires où ce n'est pas possible de faire de l'exploration. Ah, c'est intéressant. Quels sont-ils? Les cimetières et les rivières capables de produire plus de 225 kW de production. Alors moi, je me suis permis un petit éditorial en disant « Occupons-nous
l'énergie des morts, quant aux vivants, on s'en occupera plus tard. Ils vont finir au cimetière. Ils vont finir de toute façon au cimetière. Peut-être qu'il faudrait transformer toutes nos propriétés en cimetière, comme ça on aurait la paix. Bon. Mais là, le ministre Arcand récemment nous a dit « Je vous ai compris, j'ai entendu les municipalités et on va donc permettre au MRC de déterminer des zones où l'exploitation gazière et pétrolière serait interdite. » Alors, quand on a vu ça, c'est qu'on a dit, bon, merveilleux, les MRC vont pouvoir au moins protéger leur zone urbaine. Vous savez, c'est pas drôle, là, à Aldemar, c'est en plein quartier résidentiel à Gaspé. Il y a 900 personnes qui restent là. Puis là, à côté des maisons, là, 300 mètres des maisons, il va y avoir des derricks, de la lumière jour et nuit, 1000 camions qui vont circuler pour amener l'eau, puis emmener les produits chimiques, puis des compresseurs qui marchent jour et nuit pendant 3 mois. C'est pas drôle, là. Donc, merveilleux, on va être capable d'exclure des zones. Le problème, c'est qu'il y a 4 raisons qui font que c'est de la poudre aux yeux. Première raison, c'est que dans le projet de loi, tel que ça avait été déposé le 7 juin, quand le projet de loi a été adopté, première, deuxième, troisième lecture, sanction royale, toutes les dispositions devenaient en vigueur immédiatement. Là, avec les amendements, les dispositions ils vont rentrer en vigueur quand le gouvernement va le décider. Vous savez, les lois, c'est les députés qui votent ça à l'Assemblée nationale. Et les règlements, ça c'est le gouvernement, c'est le Conseil des ministres qui décide ça, c'est publié ensuite dans les gazettes officielles. Alors donc, on peut déterminer sur un territoire, mais cette disposition-là qui permet ça, on ne sait pas quand elle va être mise en vigueur. Et on a un bon indice, par exemple, parce que cette disposition-là, quand le Parti québécois est au pouvoir avec la coalition Avenir Québec en décembre 2013, les deux partis s'étaient entendus et on a modifié la loi sur les mines et on a introduit dans la loi sur les mines cette fameuse disposition-là qui permet à l'MRC d'exclure les territoires. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été mise en vigueur. Si vous allez dans le répertoire des lois du Québec, vous allez dans la loi du mines, vous regardez à l'article 305.5.1.1, et puis là, vous allez voir que ça va être marqué en gris, non en vigueur. Donc, ça fait plus de 2 ans que le gouvernement est en place. Il n'a jamais mis cette disposition-là en vigueur. Alors, quelle garantie a-t-on qu'ils vont mettre dans la loi sur les hydrocarbures cette disposition-là en vigueur? On n'a aucune garantie. Donc, premier problème. Deuxième problème, pour que la MRC puisse exclure cette zone-là, elle doit démontrer que cette exploitation gazière et pétrolière est incompatible avec les autres activités qui se passent dans la MRC, avec l'agriculture, avec les pêches, dépendant des territoires où on est exactement. Alors, démontrer ça, c'est pas facile, parce que d'aller sur les sites des compagnies gazières, ils vont tous nous dire, ne vous inquiétez pas, on peut faire ça parfaitement en sécurité, ça ne menace aucune autre activité. Alors là, on a un fardeau de preuve qui est dur à remonter. Ensuite, qui approuve les schémas d'aménagement? Parce que vous savez, les MRC, quand ils décident de schémas d'aménagement, tant de pourcentage en couvert forestier, tant ci, tant ça, pour planifier notre développement, ça, c'est soumis au gouvernement. Le gouvernement l'approuve ou désapprouve. Alors donc, là, on va pouvoir exclure des zones, mais en autant que ces zones-là, ça fait l'affaire du gouvernement, parce que c'est lui qui, à la fin, va approuver ou non le schéma d'aménagement. Alors, on a un petit problème là aussi. Dernier petit problème, et qui n'est pas le moindre, c'est qu'en fait, l'amendement nous dit, mais il faut respecter les droits acquis. Alors, toutes les compagnies qui ont déjà des plaintes, ça, vous n'avez pas le droit de toucher à ces territoires-là. Le problème, c'est qu'il y a 52 000 km² de terre dans la vallée du Saint-Laurent qui est déjà claimée. Ça veut dire que la plupart des MRC, on n'a plus de territoire non clémé. Alors donc, on peut exclure théoriquement des zones, mais dans les faits, là, ça va être plutôt théorique que pratique, parce que quand il y a un claim, puis si vous regardez la région ici, on est claimé partout, bien ça, c'est des zones qu'on ne peut pas exclure complètement. Donc, oui, alors vous voyez qu'on a encore un petit problème là-dessus. Un autre petit problème, c'est que, vous savez, quand on recherche des hydrocarbures dans, qu'on appelle offshore, dans le Golfe Saint-Laurent, ça, c'est de juridiction fédérale. Mais le gouvernement fédéral, pour donner un coup de main à Terre-Neuve à l'époque, le gouvernement de M. Chrétien, avait concédé les ressources naturelles du Golfe Saint-Laurent
aux provinces, à condition que les provinces adoptent une loi qui était l'équivalent de la loi fédérale. On appelle ça une loi miroir, donc qui avait dans la loi provinciale pour régir l'exploitation des hydrocarbures dans le Golfe des dispositions serrées qui faisaient en sorte que ça correspondait aux exigences du gouvernement fédéral. Le problème, c'est que cette loi-là, donc c'est le projet de loi 49, qui a été déposé en même temps, mais un peu avant le projet de loi 106, lui, il prévoit le Golfe Saint-Laurent, comment on définit ça, où c'est que ça part, où c'est que ça arrête. Bon, les géographes pourraient vous dire ça facilement, mais sur le plan juridique, comment déterminer ça? Alors, la loi a prévu à son annexe le périmètre exact où cette loi fédérale-là, le pendant de la loi provinciale permettant l'exploitation de la Golfe, ça serait applicable. Mais dans cette loi-là, on a exclu la baie des Chaleurs et la baie de Gaspé. Alors, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que les compagnies, en s'appuyant sur les dispositions du projet de loi 106 dont je vous parle, seraient capables de forer sous la baie de Gaspé ou la baie des Chaleurs et donc menacer éventuellement l'industrie de la pêche. Parce que vous vous souvenez ce qui s'est passé dans le Golfe du Mexique, le Deep Horizon, quand ça a coulé pendant 3 mois, qu'on n'arrivait pas à toucher le tout. Ben, c'est ça le risque quand on fait des forages en milieu marin. Et donc, pour les gens qui habitent dans ces zones-là, il y a là, encore une fois, d'autres difficultés possibles. Bon, alors, les licences. Alors, la claim, le fameux claim minier qu'on a transformé en licence, le gouvernement a dit on va transformer votre licence en droit réel immobilier. Bon, je ne vous ferai pas un cours de droit sur les biens ce soir, là, mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous pouvez faire avec votre maison, la vente, l'hypothéquer, la donner en héritage, etc., ça c'est un bien réel immobilier. Bien, les compagnies gazières et pétrolières vont pouvoir le faire avec leur simple permis. Vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça, ça sert à quoi faire ça? Bien, essentiellement, c'est que si vous allez voir votre banquier, puis vous lui dites « Hey, j'ai un permis de conduire, passe-moi 10 millions », il va vous regarder de l'autre part. Mais si vous dites, mon simple permis, là, c'est un bien immobilier, je peux l'hypothéquer, je peux vous le donner en garantie, etc., bien là, évidemment, la transformation d'un simple permis en droit réel immobilier, c'est essentiellement pour favoriser le financement. Parce que là, quand on va aller voir les compagnies vont aller voir les banquiers avec un permis comme ça, qui est valide pour 20 ans, je vais vous en parler tantôt, mais là, ça commence à être intéressant. Pour les citoyens des municipalités, qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, il y a un autre joueur, parce que si vous avez de la pollution de votre eau potable, vous voulez poursuivre la compagnie, puis que la compagnie elle a obtenu du financement de la Banque de Montréal, croyez-moi que la Banque de Montréal va intervenir dans le dossier pour défendre ses intérêts. Donc, là, on va s'affronter non seulement les petites compagnies gazières et pétrolières, mais on va s'affronter éventuellement en cas de pollution à de grandes institutions financières qui ont beaucoup de moyens. Alors donc, c'est un problème. Et on nous dit aussi que, et je vous cite texto, aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à l'attribution d'un tel droit, ne peut conférer un droit à une indemnité à son titulaire. Traduction pour comprendre. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a appliqué, vous ne pourrez pas poursuivre le gouvernement qui a octroyé la licence. Il y a un adage en droit qui dit « The king can do no wrong ». Le roi ne peut mal faire. L'irresponsabilité de l'État. Alors moi, j'ai eu le privilège d'avoir rencontré à 2 reprises les autorités du ministère de l'Énergie et des Ressources récemment, et je leur ai posé une simple question, en disant « Mais puisque vous êtes si certain que la fracturation hydraulique, la stimulation à l'acide des puits, ça ne présente aucun inconvénient pour l'eau potable et la santé de la population. Pourquoi vous avez mis une clause comme quoi vous êtes non responsable? Vous êtes certain qu'il n'y a aucun problème avec ça, acceptez votre responsabilité. C'est vous qui octroyez les claims, vous devriez prendre vos responsabilités. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Bon, alors donc, c'est ça. Donc, cette licence-là est devenue un droit réel immobilier qui permet le financement. Cette licence-là, maintenant, il y a différents types de licences. La licence pour la recherche ou l'exploration, la licence pour la production, puis la licence pour le stockage.
Bon, alors la licence d'exploration, les articles 14 à 21 du projet de loi définissent les modalités d'octroi des licences. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que non, on ne fera plus ça comme on faisait ça avant, on ne donnera pas ça à 10 lecteurs à nos chats. On va faire des encans. On va faire un encan. Et donc, ce sera le plus offrant qu'il y aura la licence. Formidable. Formidable. Les passe-droits qu'on a connus dans le passé ne seraient pas là. Le problème, c'est que comme ils conservent tous les droits acquis, tous ceux qui ont déjà des permis ne sont pas touchés. Et donc, cette fameuse vente à l'enchère ne deviendra possible qu'en autant que les compagnies qui disposent des permis actuellement les remettent au gouvernement volontairement. Remarquez, c'est déjà arrivé. Le Molotov, par exemple, avait des permis dans le coin de Sainte-Christine, dans Claude-Veille, tout ça. Puis eux autres, quand ils ont vu le mouvement citoyen qui disait non, on n'en veut pas de gaz de schiste, puis vous ne rentrez pas chez nous, ben, ils ont remis le permis au gouvernement, puis ils sont partis. Alors, il pourrait arriver des cas semblables, où là, il y aurait des enchères. Mais ne vous en faites pas, la plupart des compagnies ne remettront pas leur licence. Bon. Alors, la licence de recherche, elle est valide pour 5 ans, c'est renouvelable. Et le projet de loi nous dit que pendant cette période-là, la première phase, la période de recherche ou d'exploration, ben, vous allez avoir le droit de produire des hydrocarbures pour une période d'essai, et la période sera fixée par règlement. Bon, alors, il existe déjà un règlement qui vient d'être amendé récemment en vertu de la loi sur les mines. Avant ça, la période d'essai, c'est à 2 mois. Vous savez, quand on creuse notre trou, on met notre tuyau, on met notre pompe en haut, puis on se met à pomper pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, on a une bonne idée de savoir s'il y a du pétrole là, ou s'il y a du gaz là, ou s'il n'y en a pas, puis on le sait. Le gouvernement a changé ça. Il a mis 9 mois. Alors, actuellement, là, les 14 000 barils de pétrole qu'on a tirés du puits de gaz en Gaspésie, les quelques milliers de barils qu'on a touchés de Aldemar, on n'a pas touché un centime parce qu'on est en période d'essai et en période d'essai, on ne paye pas de redevance. Alors donc, c'est une façon pour le gouvernement d'encourager, si vous voulez, le développement des hydrocarbures au Québec. Alors quand M. Arcand nous dit, ne vous inquiétez pas, là, nous, notre gouvernement, on n'a pas l'intention de favoriser le développement des hydrocarbures, il me semble qu'il y a effectivement là une complaisance qui vise véritablement à développer l'industrie. Bon, on nous dit aussi, quand un prospecteur arrive sur un terrain, il commence sa prospection, il doit mettre en place un comité de suivi formidable pour inciter la participation de la population à ce projet-là, etc. Le problème, c'est que c'est le gouvernement qui va déterminer, c'est l'exploitant, pas le gouvernement, mais l'exploitant qui va déterminer la composition du comité, ses fonctionnements, etc., sous réserve qu'il doit y avoir au moins 4 représentants, un qui représente les citoyens, je ne sais pas comment ils vont choisir celui-là, un qui représente la communauté d'affaires, un qui représente la municipalité, puis un qui représente les communautés autochtones si on est en territoire autochtone. Mais il n'y a rien qui interdit à la compagnie de nommer 20 personnes sur ce comité-là et donc de contrôler de façon très stricte qui est là. On a déjà une certaine expérience de ce que ça veut dire ces comités de suivi-là. À Aldemar, en Gaspésie, le comité de suivi, le Conseil régional en environnement de Gaspésie et des îles avait accepté de participer à ce comité-là. Ils ont démissionné après quelques mois en disant ça n'a pas de sens, là. On n'obtient pas d'informations, la compagnie nous dit ce qu'ils veulent quand ils veulent, pas moyen de rien savoir. La semaine passée, c'est la Chambre de commerce qui s'est retirée du comité de suivi. Alors, la Chambre de commerce, c'était le principal allié de Petrolia qui était tout à fait d'accord avec Petrolia, qui favorisait le développement des hydrocarbures à Gaspé. Bien, eux autres mêmes ne sont pas d'accord avec ça. Donc, on voit qu'il y a un maire qui disait récemment, je pense que c'est plus un comité de suivi qu'un comité de suivi, je comprends bien. Je pense que vous avez bien compris. Bon, en période maintenant de recherche d'hydrocarbures, là, ça se corse. Là, la loi, le projet de loi consacre le droit de rentrer chez nous. Vous savez, on était 65 000 propriétaires qui avaient signé la formule, vous avez peut-être vu à l'époque, vous n'entrerez pas chez nous, dans lequel on disait aux gazières, on n'est pas intéressé, est-ce que vous pouvez faire de la recherche d'hydrocarbures sur notre terrain? Et la réponse du gouvernement, c'est que oui, maintenant les compagnies vont pouvoir rentrer chez nous. Pourquoi? Mais parce qu'on consacre le droit d'accès au territoire. Et donc,
c'est certain que si vous êtes un agriculteur et que la compagnie abîme votre maïs, vous avez avoir droit de compensation. Mais vous ne pourriez pas imposer des conditions telles qui seraient dans les faits une négation du droit d'entrée. Parce que si vous posiez des conditions très, très exigeantes, la compagnie pourrait se lever de bord, aller voir un juge, dire monsieur le juge, moi, là, dans la loi, c'est marqué que j'ai un droit d'accès, puis lui, Charlie Brown, là, il veut faire ci, il veut faire ça, il m'impose ci, il m'impose ça, nanana. C'est une négation de mon droit d'entrée et le juge émettra une injonction. Alors, c'est quand même assez considérable comme droit. On est plus ou moins chez nous. Et quant aux municipalités, ben, ils sont simplement avisés. Ils ne sont pas consultés pour savoir s'ils veulent de ce développement-là sur leur territoire. Ils sont avisés 30 jours avant que la compagnie débarque. Remarquez, c'est un avantage parce que de 2008 à 2012, quand les compagnies débarquaient dans une paroisse, généralement, la municipalité n'était même pas au courant. Là, les citoyens inquiets appelaient la municipalité. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils chassent les rongeurs, ou je ne sais pas quoi. T'sais. Alors donc, c'est assez problématique. Bon, quand on a une licence pour faire de la recherche d'hydrocarbures, on doit généralement faire un certain nombre de travaux annuels pour maintenir son permis en vigueur. Mais le gouvernement peut vous exempter de le faire. Il peut l'appliquer à une autre année. Il peut l'appliquer à un autre puits que vous auriez. Bref, le gouvernement peut en fait prendre toute mesure raisonnable finalement pour favoriser le développement des hydrocarbures. C'est essentiellement ça que ça veut dire. Si vous avez un permis, vous allez devoir aussi payer des lois annuelles, mais on ne les connaît pas. Ça va être fixé par règlement. Puis vous devez également présenter un rapport annuel dont le contenu va être également fixé par règlement. Vous devez aviser le ministre si vous faites une découverte importante ou une découverte qui serait exploitable. Donc, ça veut dire qu'il y aurait suffisamment d'hydrocarbures pour que ça soit rentable sur le plan économique. Alors ça, c'est les conditions qui sont rattachées aux licences quand il s'agit de faire de la recherche d'hydrocarbures ou de l'exploration. Maintenant, quand on rentre en phase de production, bien là, le gouvernement prévoit qu'il va y avoir un autre joueur qui va rentrer en ligne de compte, c'est la régie de l'énergie. Sauf que le gouvernement va déterminer par règlement, et je vous cite, les éléments dont elle, la régie, doit tenir compte et ceux sur lesquels elle doit se prononcer. Autrement dit, le gouvernement va définir le corridor à l'intérieur duquel la décision va devoir se prendre. OK, alors, la régie de l'énergie, là, si vous voulez savoir l'efficacité de cet organisme-là, consultez vos comptes d'électricité des 5 dernières années. Les augmentations que vous avez eues ont été autorisées par la régie de l'énergie. Et ce que la loi nous dit par rapport à ça, c'est que notre expérience, disons qu'on est assez critique par rapport à la régie. Alors, la régie va donc analyser le projet. Si elle pense que ça va être du bon sens, à ce moment-là, elle va rendre une décision favorable. Et là, normalement, les dispositions actuelles de la loi sur la qualité de l'environnement seraient applicables. C'est-à-dire, quand on veut faire un projet, bien, il faut faire une étude d'impact, puis le ministre peut déterminer qu'il va y avoir un bureau d'audience publique, où les citoyens peuvent aller présenter leurs objections, leurs inquiétudes. Alors ça devrait être là. On dit ça devrait être là, parce qu'en même temps qu'on a déposé le projet de loi 106, on a aussi déposé le projet de loi 102, qui modifie la loi sur la qualité de l'environnement. Bon, je vais vous faire une caricature. Là. En gros, ce que ça dit maintenant, c'est qu'on va classer les projets en 4 catégories. Les dangereux, les pas très dangereux, les presque pas dangereux, les pas dangereux pantoute. C'est une caricature, mais en gros, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où seront situés les projets pour les hydrocarbures. Est-ce qu'on les mettra dans les projets dangereux ou dans les pas dangereux du tout? Ça, on ne le sait pas pour le moment. Alors donc, est-ce qu'on aura encore des dates pour aller s'exprimer? Je ne sais pas, c'est possible, mais je ne peux pas vous le garantir. Bon, en matière de stockage, c'est la même chose. Alors, là, quand on a vu ça, on a dit, au fin de stocker, le gouvernement va déterminer, le droit d'utiliser un réservoir souterrain au fin d'y stocker les matières que le gouvernement détermine par règlement. Bon, quand on a vu ça, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que le gouvernement veut faire avec ça? En fait, il faut que vous compreniez, c'est que quand on fait de la fracturation hydraulique,
ça prend pour chacun des puits 20 millions de litres d'eau. 20 millions de litres d'eau, vous allez me dire, mais comment ça, en Anticosti, ils veulent en faire 3, puis on dit 30 millions, puis ils disent 30 millions de litres d'eau. Ah oui, mais là, ils ont dit c'est pas la même chose, parce qu'on va créer des grands bassins, on va ramasser l'eau de pluie, on va ramasser la neige. Comme ça, on n'aura pas besoin d'en prendre 60 millions de litres dans des rivières à saumon. On va en prendre juste 30, puis on va ramasser les autres 30 millions. J'ai jamais fait un raisonnement aussi absurde que ça. C'est pareil comme si l'eau qui tombe, puis l'eau qui est dans la rivière, ce serait comme deux mondes séparés complètement, qu'il n'y a pas de rapport. Je parlais avec la mère d'Anticosti, et sa mère me disait, écoute, cet été, on a eu de la sécheresse, on a eu de la sécheresse en Anticosti, comme il y en a eu dans plusieurs régions du Québec, et les saumons étaient poignés dans les poches, puis il n'y avait pas assez d'eau pour qu'ils puissent remonter. Alors, imaginez-vous si dans chacune des rivières, dans les 3 rivières à saumon, là, on va aller chercher les 30 millions de litres d'eau, si on va en chercher 60 millions, imaginez-vous ce que ça veut dire. Bon, mais ceci dit, quand on fait de la fracturation, on prend 20 millions de litres d'eau, on additionne ça avec des cocktails chimiques, 700 cocktails chimiques peuvent être utilisés, du sable, on injecte ça à haute pression pour faire éclater le chêne, la roche, pour aller chercher des hydrocarbures. Mais là, il y a la moitié de l'eau qui va rester dans le sol, l'autre moitié va remonter. Qu'est-ce qu'on faisait avec cette eau-là, les eaux de rejet? Bien, on les envoyait dans les municipalités. Drummondville en a pris pendant un certain temps, Trois-Rivières en a pris aussi. Puis il y avait le Colorado Huntington, qui était prêt à prendre tous les eaux de rejet de la planète. Mais le problème, c'est que nos installations municipales, là, ne sont pas faites pour traiter ces eaux-là. Elles sont faites pour traiter des déchets organiques humains. Alors, aux États-Unis, parce que qu'est-ce que faisaient les municipalités avec ça? Ils faisaient rien. Ils faisaient de la dilution. Ils ajoutaient de l'eau dans le bassin, ils prenaient des tests. Puis quand le test atteignait le niveau requis, ils ouvraient la valve et envoyaient ça dans la rivière et dans le fleuve. Alors évidemment, ça pose des problèmes parce qu'aux États-Unis, il y a des rivières qui sont devenues radioactives. Parce que vous savez, dans le sous-sol profond, il y a de la radioactivité. Le radon, on avait sûrement entendu parler, là, qui monte dans nos sous-sols. Bon. Donc, dans le sous-sol, il y a des ions radioactifs. Et quand on joue avec ça, quand on va chercher du stock et qu'on remonte, bien, on remonte les ions radioactifs. Je ne dis pas que les poissons étaient devenus phosphorescents, là, mais il y avait des problèmes de santé publique assez importants à cause de ça. L'EPA, l'équivalent du Ministère du développement durable de l'environnement américain, a interdit, il y a 2 mois, d'envoyer ces eaux de rejet-là dans les usines de traitement des municipalités. Le Nouveau-Brunswick vient de faire ça la semaine dernière. Ils ont adopté un règlement pour interdire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec les eaux de rejet? Bien, ils envoient des réservoirs souterrains dans les vieux puits. Et ça a des conséquences parce que ça travaille les cosses terrestres et ça crée des tremblements de terre. Alors, vous irez sur Internet, là, à Oklahoma, l'État d'Oklahoma, il y avait 2-3 tremblements de terre par année il y a longtemps. Depuis qu'il y a de la fracturation hydraulique, il y en a 2-3 par jour. Il y en a eu des importants, plus de 5 sur l'échelle de Richter. Allez sur Internet, regardez Oklahoma, vous allez voir les façades des maisons sont toutes fissurées un peu partout. Alors, quand on a vu ça, nous, c'est ça qui nous inquiétait. C'est est-ce qu'on va utiliser les vieux puits ou les réservoirs souterrains pour injecter les eaux de rejet? Parce que si c'est ça, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Et on nous dit que les licences de production ou de stockage comportent les conditions dont le ministre convient avec le titulaire. Alors, c'est intéressant de voir ça parce que normalement, on dit qu'il faut que ce soit conforme à la loi. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, pour avoir que les choses soient conformes à la loi. Être conforme à la loi, c'est faire tout ce que la loi exige. Être simplement convenu, convenable, bien ça, c'est faire tout ce que l'on veut, sauf ce que la loi interdit. Alors donc, on va donner là des pouvoirs très, très importants de complaisance au ministre. Bon, les droits associés à la licence. Alors là, on est rentré dans la licence de production. Comme d'abord la licence, dans ce cas-là, elle dure 20 ans, elle est renouvelable et elle s'étend sur des périmètres au minimum de 2 km². C'est ça va être les claims, c'est 2 km² minimum. Et la période de 20 ans, c'est exactement la période que les compagnies gazières exigeaient de nos agriculteurs. Vous voyez, de 2008 à 2012, il y a eu 31 puits qui ont été creusés au Québec, dont 19 qui ont été fracturés.
Ça, il fallait qu'il y ait un bail avec l'agriculteur chez qui ça se passait. Bien, la période de 20 ans, moi, j'ai vu ces fameux contrats-là qui prétendaient qu'ils étaient confidentiels. Un agriculteur qui me l'avait donné, le sien, et je l'ai examiné, c'était épouvantable. Il pouvait creuser des puits, prendre tout l'eau qu'il voulait. S'il trouvait quelqu'un qui voulait louer à moins cher dans la région, il pouvait baisser le prix de la location qu'il donnait aux cultivateurs. En cas de conflit, le tribunal compétent, c'était la Cour supérieure de l'Alberta. Il faut que nos agriculteurs aillent se battre en Alberta. Bref, c'était des contrats qui n'avaient à peu près aucun sens. En droit, on appelle ça des contrats léoniques, des contrats qui penchent un peu comme la tour de paix, si on touche, même pas. On appelle ça comme ça. Alors, c'était exactement ça, ces contrats-là, qui favorisent rien qu'une partie. Et c'est cette même logique-là qui est reprise par le gouvernement dans le projet de loi. Alors, en clause associée, la maximisation des retombées. Pour des raisons d'intérêt public, le gouvernement peut exiger qu'il y ait une maximisation des retombées économiques liées à l'exploitation des hydrocarbures, mais en autant que ça se fait dans le territoire du Québec. Alors, je vais prendre un exemple simple. Ce qui se passe à Gaspé actuellement, avec les inconvénients, les camions qui circulent, qui abîment les routes, etc., bien, ce n'est pas Gaspé qui bénéficie des retombées, c'est Montréal, parce que deux fois par semaine, on envoie des camions faire raffiner l'huile, le gaz, le pétrole chez Suncor, à la raffinerie de Suncor à Montréal. Et c'est Montréal qui bénéficie des retombées, c'est pas Gaspé, même si ça se passe sur son territoire. D'autres droits associés à la licence, un droit d'accès prépondérant. On peut rentrer quand on recherche, puis on peut rester là si on veut quand on est en phase de production. Et non seulement on peut rester là, mais on peut vous exproprier. Alors, le ministre nous dit, ne vous inquiétez pas, depuis 1880 que la loi sur les mines existe, il n'y a jamais eu d'expropriation. Puis à la limite, s'il y en avait, ça va se passer devant un juge. Oui, il n'y a jamais eu d'expropriation dans le passé, pour une raison très simple. Parce qu'elle était légalement impossible sur les terres privées. Elle n'était possible que sur les terres louées par l'État ou concédées par l'État, mais pas sur les terres privées, d'une part. D'autre part, dans la loi sur les mines, il n'y a pas cette division entre les phases de recherche, production, stockage d'hydrocarbures. Alors, ça veut dire que la compagnie, quand on disait à cette époque-là, vous n'entrerez pas chez nous, la compagnie, ce qu'elle a pu faire, c'est demander l'expropriation. Mais là, elle vous aurait exproprié, mais c'était pas sûr qu'il y avait des hydrocarbures chez vous. Alors, il n'y en a jamais eu, parce que c'était pas pratique. D'une part, c'est illégal, puis d'autre part, s'il l'avait fait, s'il tentait qu'un juge avait considéré que c'était légal, bien là, il serait retrouvé avec des terres qu'on ne saurait pas su quoi faire par la suite. Alors donc, premier argument du ministre, ça ne se tient pas debout sur le plan juridique. Deuxième argument du ministre, c'est de dire, ben oui, mais ça va se passer devant un juge. Oui, ça va se passer devant un juge. Mais quand la loi dit expressément l'expropriation est possible, le juge ne s'intéresse pas si est-ce que c'est pertinent ou pas d'exproprier. La seule question que le juge examine, c'est combien ça coûte à business. C'est exactement ça. Donc, les garanties que nous offre le ministre en disant ne vous inquiétez pas, c'est presque jamais, c'est jamais arrivé, puis s'il y en a, ça va se passer devant un juge. Sur le plan juridique, à mon avis, ce n'est aucune garantie. Bon, les stockages, vous en avez parlé. Pour chacune des étapes, il y a des autorisations. La fermeture de puits. Bon, alors, quand on arrive en phase, vous savez, un puits de gaz de pétrole de schiste, ça ne dure pas 25 ans. Si vous regardez ça, ça descend, ça part au début, on met en pompe sur le puits, on en sort, puis là, ça descend graduellement. Après 4-5 ans, généralement, il y en a plus suffisamment. Il y en a encore qui sortent, mais il y en a plus suffisamment pour que ça soit rentable. Alors, qu'est-ce qu'ils font les compagnies? Ils mettent des bouchons. Ils mettent un premier bouchon dans le coude en bas, ils mettent un deuxième bouchon de ciment dans le haut. L'inspecteur passe, tu as bien fait ça, mon petit, c'est parfait. La responsabilité du citoyen de l'État commence, puis la responsabilité de la compagnie, c'est fini. On a examiné, ça s'est fait convenablement, c'est fini. Il n'y a pas, comme en Alberta, par exemple, un fonds qui fait en sorte que quand une compagnie fait faillite ou qu'il y a une difficulté quelconque, c'est le fonds des compagnies qui s'occupe de la réhabilitation des terrains et de la fermeture des puits. Plutôt qu'on se retrouve avec des centaines, vous savez, en matière de... Vous avez vu ça peut-être dans les journaux la semaine dernière,
nos sites miniers abandonnés, là, que le gouvernement va mettre 600-700 millions par année pendant 5 ans pour essayer de régler ça. Moi, là, je suis régulièrement la jurisprudence en matière minière, et vous devriez voir ça, les juges s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre, parce que les compagnies créent une autre compagnie, qu'une autre compagnie, qu'une autre compagnie, de sorte que quand ça va mal, la dernière au bout de la ligne fait faillite, les autres disent, nous autres, on n'est pas responsables. Je vous donne des exemples, là. C'est Petrolia qui est en Anticosti, comme vous avez entendu parler dans les journaux, mais c'est pas vrai. Petrolia a créé une autre compagnie qui porte un numéro, là, et c'est eux autres qui sont là. Le pipeline d'énergie dont on nous parle tant, là, le bleu tuyau qui va transporter sur nos terres 1 100 000 de pétrole par jour dont on n'a pas besoin, c'est pas TransCanada qui fait ça. C'est une compagnie que TransCanada a créée. Alors donc, la fermeture des puits, la responsabilité des compagnies, on n'a pas véritablement de protection et de garantie par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas véritablement de garantie dans le projet de loi. Bon, ensuite, je vais essayer d'aller rapidement pour vous permettre qu'on jase et qu'on réponde à vos questions. La responsabilité de l'exploitant, le projet de loi prévoit que la responsabilité est limitée. Autrement dit, jusqu'à 200 000, mettons, on n'a pas besoin de démontrer la faute de la compagnie. Après ça, c'est une compagnie d'assurance qui va faire une bande, elle va être bandée, si vous voulez, elle va donner une garantie pour le montant en question. Mais ça, ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que s'il y a des problèmes, qu'il y a des contaminations que vous voulez poursuivre, là, il va y avoir la compagnie d'assurance qui va rentrer en ligne de compte, parce que c'est eux autres qui vont assurer la compagnie gazière et pétrolière. Et c'est des compagnies qui sont très puissantes. Alors, il va falloir se battre éventuellement contre les banques, contre les compagnies d'assurance. Ça devient compliqué pour les citoyens. Et il y a une disposition qui m'a inquiété aussi. La disposition dit que les poursuites pour faute sont autorisées. Vous savez, en droit, on a un brocard en latin qui dit l'inclusion de l'un et l'exclusion de l'autre. Inclusio ius est exclusio alterus. Ce que ça veut dire, c'est que quand on prévoit une chose, les autres choses qui ne sont pas prévues sont exclues. Alors, quand j'ai vu ça, moi, les poursuites pour faute sont autorisées, là, je me suis dit, est-ce que ça voudrait dire que les poursuites, quand il n'y a pas faute, ne sont pas autorisées? Puis je vous donne tout de suite un exemple là, pour qu'on rentre encore une fois dans le concret. Les gens qui habitaient à côté de la cimenterie Saint-Laurent à Québec, là, eux autres, là, c'était à l'enfer. Tu ne peux pas étendre ton linge, tu ne peux pas t'asseoir parce qu'il y avait de la poussière, des bruits de camions, journée longue et tout ça. Ils ont poursuivi la compagnie. On dit, nous autres, on est tannés, ce n'est pas des bonnes relations de voisinage. On accepte ça. Alors, quand ils sont arrivés devant le tribunal, la compagnie a dit non, moi, je ne suis pas commis de faute. Regardez, je respecte la législation provinciale, je respecte la réglementation municipale, je n'ai pas commis de faute, je ne suis pas responsable. Le tribunal a rejeté ça, la Cour suprême a rejeté ça en disant non. Les voisins entre nous, on se doit une tolérance réciproque pour ce qui est normal. Mais quand ça devient anormal, vous ne pouvez pas poursuivre votre voisin parce que partie de sa tondeuse à 9h le samedi. Ça, ça fait partie de la tolérance qu'on se doit entre voisins. Mais si votre voisin a des activités qui font que vous ne pouvez plus étendre votre linge sur votre corde à linge, là, ça dépasse de loin la tolérance que les citoyens se doivent entre eux. Alors, le fait d'avoir indiqué que les poursuites pour faute sont autorisées, est-ce que inclusio ius est exclusio alteris pour non-faute serait exclu? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si un juge a livré à cette conclusion-là. Ce que je sais, c'est que les principes que je viens de vous donner sont ceux qui sont utilisés par les juges pour comprendre l'interprétation des lois. Donc, assez inquiétant. D'autres éléments, l'accès à l'information. Là, l'élément que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on a dans la loi un délai de 4 ans pour passer de la phase de production, de la phase de recherche à la phase de production. Puis on a aussi un délai de 4 ans pour passer de la fermeture temporaire d'un puits à une fermeture définitive d'un puits. Alors, retenez bien ça, ces deux choses-là, 4 ans, 4 ans. L'accès à l'information, on nous dit que pour la recherche, qui va s'être passée dans la recherche, 5 ans après, on va pouvoir y accéder. En matière de production, 2 ans après, on va pouvoir accéder. Alors, oui, 2 ans, mais 2 ans plus 4 plus 4, parce que la fermeture définitive du puits, c'est juste
après avoir passé de la recherche à la production 4 ans, puis après avoir passé la fermeture temporaire, la fermeture définitive, un autre 4 ans. Alors donc, l'accès à l'information, savoir quel produit chimique ils ont introduit et qui n'a pas pollué notre eau potable, ça va prendre 10 ans avant qu'on puisse y accéder. Et encore, ce à quoi on va accéder, dans la loi, on n'a pas prévu que la loi s'applique nonobstant la loi sur l'accès. Vous savez, quand on veut obtenir des informations du gouvernement, on fait une demande en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Et dans cette loi-là, il y a des dispositions de l'article 22, 23, 24 qui prévoient qu'une compagnie, par exemple, peut refuser la divulgation d'informations pour protéger les secrets industriels ou si ça menace la rentabilité de l'entreprise. Alors, vous savez, le cocktail de produits chimiques là, qui est injecté dans le sol, les compagnies ne veulent pas nous le donner. C'est l'équivalent des 7 études du colonel Sanders, c'est un secret, ça, on ne peut pas le savoir. Alors donc, 10 ans plus tard, vous obtiendriez un certain nombre d'informations, mais qui seraient caviardées, camouflées, cachées en noir, parce que les compagnies s'objecteraient à la divulgation de leurs secrets industriels. Alors, donc, en matière d'accès à l'information, il y a, à mon avis, des lacunes très importantes. Donc, 2 autres lois qui sont modifiées par ce projet de loi-là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Vous savez, ce qui est prévu à l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est que les permis miniers ont préséance sur les schémas d'aménagement et l'urbanisme. La MRC a beau dire tel terrain est consacré à telle chose, pour telle place qu'on fait telle chose, la compagnie gazière pétrolière arrive avec son permis, tasse-toi mon oncle, c'est nous autres qui arrivent, le schéma d'aménagement ne s'applique pas. Or là, cette exception-là qui s'appliquait pour le schéma d'aménagement minier va aussi s'appliquer pour la recherche d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Donc, ça veut dire que le permis a préséance sur le schéma d'aménagement des MRC. Puisement d'eau réalisé sur le territoire, de façon générale, les municipalités, on a la compétence requise pour l'épuisement d'eau réalisé sur nos territoires. Mettons que vous avez une compagnie, 3-4 conserveries qui voudraient s'établir à Sainte-Monique, puis qui prendraient beaucoup d'eau, là, la municipalité pourrait intervenir. Mais en matière d'hydrocarbures, la municipalité ne perd toute compétence sur l'épuisement d'eau réalisé sur son territoire. C'est, comme vous l'avez vu pour Anticosti, c'est le ministre qui, d'en haut, décide où vous avez le pouvoir d'en prendre 30 millions, 20 millions, 10 millions, 40 millions, etc. Alors voilà, ça résume l'essentiel des dispositions assez inquiétantes, vous l'admettrez avec moi, qu'on retrouve dans ce projet de loi-là. Certaines conclusions qu'on peut tirer, c'est des conclusions, vous n'êtes pas du tout obligé de les partager, mais je vais vous les donner rapidement. Ce que je constate, parce que dans le projet de loi, à au moins une centaine de reprises, on a l'indication que telle chose sera fixée par règlement ou par décret. Les redevances, ce n'est pas des niaiseries, c'est des redevances, c'est quand même important. Avant de savoir si on veut transformer le Québec en pétroéconomie, il faudrait toujours bien savoir si ça va nous rapporter quelque chose. Les redevances qui étaient dans la loi sur les mines ne sont pas dans la loi sur les hydrocarbures. C'est donc le Conseil des ministres qui va fixer le montant des redevances. Alors tout ça, c'est les pouvoirs régaliens de l'État. Les pouvoirs régaliens, c'est le pouvoir de l'État de faire des lois, de faire des normes. Là, ce qu'on constate, c'est que c'est plus l'État, c'est l'autorégulation. On laisse la peine sur le coup aux compagnies gazières et pétrolières, et c'est elles qui vont déterminer comment les choses se passent. Alors, c'est les fameuses meilleures pratiques, là, c'est de ça dont il s'agit. Ensuite, des normes importantes qui vont être fixées par la loi ne sont pas fixées. C'est le gouvernement qui va les fixer. Vous dites que nos députés qui adoptent la loi vont voter sur un certain nombre de grands principes, mais ils ne sauront pas véritablement sur quoi ils vont voter. C'est le Conseil des ministres le mercredi au caucus qui vont décider ça, comment les choses vont se passer. On se demandait quelle est la couleur de notre premier ministre. Vous savez, quand M. Couillard est venu de Paris, de la COP21, alors il était environnementaliste, c'était incroyable, il était devenu vert, enfin moi je pensais que c'était devenu hot tellement il était vert. Puis là, quand il est revenu, après ça, il s'est mis des discours favorables aux hydrocarbures.
Je pense que notre premier ministre est un peu comme un wiper. Tu sais, il est fou, il est comme ça. Mais je pense qu'avec ce projet de loi-là, on a la vraie couleur de M. Couillard. Il est noir comme les hydrocarbures. C'est vraiment ça, c'est vraiment les hydrocarbures, non pas comme. Bon, en donnant un droit prépondérant accès à la propriété, pour favoriser, non pas, tu sais, l'expropriation, là, ça a toujours existé, mais on expropriait les gens pour faire une rue, pour satisfaire le bien commun, pour satisfaire l'ensemble des citoyens. Là, on va permettre l'expropriation pour satisfaire les intérêts des exploitants gaziers et pétroliers. C'est assez particulier. L'inscription dans les registres, parce que toutes les informations dont je vous ai parlé, chacune des étapes, chaque chose, chaque geste qui va être posé, ça va être inscrit dans le fameux registre. Alors ça, c'est un épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la valeur de nos propriétés pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tant et aussi longtemps que lui. Je ne peux pas travailler dans la justice, il semble qu'il y a déjà été en fait encore. Il passera les tribunaux, ça va passer. Oui, on peut essayer de tabler sur l'incompétence de l'État, mais tout à coup, s'il deviendrait compétent, on pourrait avoir une méchante surprise. Alors, tu sais, il faut voir que l'inscription de tout ça dans les registres peut avoir, je ne dis pas va avoir, mais peut avoir un impact sur la valeur de nos propriétés. Les comités. Le gouvernement qu'on appelle, là, ça a rendu pire qu'à la Deuxième Guerre mondiale, le Gestapo, là, tu sais, il passait n'importe quoi. Ça récolte les affaires, là. Il nous faut que ça tourne de bras, maintenant qu'on s'aspire. Moi, je comprends pas. Mais là, vous êtes rendu dans l'éditorial. Moi, je suis encore au niveau des faits pour le moment. Les faits sont pas très convaincants. Oui, non, je pense que je suis d'accord un peu avec vous. Vous êtes même plus à tout de l'autre. Oui. Et pour terminer, là, ce que je veux juste vous dire, c'est le lien entre Énergie-Est et ça. Parce que le lien, là, il existe. Là. Des fois, comment ça que vous parlez de ça avec Énergie-Est? C'est que dans l'article 73 3C de la loi sur l'Office national de l'énergie, celle qui gère les pipelines fédéraux là, comme Énergie-Est, il y a une disposition qui prévoit que quand une province rentre en exploitation gazière et pétrolière, elle a le droit d'exiger son rattachement à des installations fédérales. Alors, ce qui va se passer, là, pourquoi vous pensez qu'il y a un lien entre tout ça? Le gouvernement va dire oui à Énergie-Est, même si on n'en a absolument pas besoin, parce que dans son esprit, si on transforme le Québec en pétroéconomie en créant des milliers de puits, ben, il va falloir le sortir, les hydrocarbures. Et donc, le rattachement au pétrole d'Énergie-Est, vous savez, on a appris lors du BAP sur l'Énergie-Est qu'il y aurait 48 sortes de pétrole qui va circuler dans ce tuyau-là. Ça les dérange pas bien de faire un branchement, puis une couple de fois par semaine de passer le pétrole qui viendrait du Québec. Là. Ça pourrait se faire. Déjà, le ministre Arcan commence à dire que ouais, mais le pétrole québécois, ça se pourrait qu'on l'exporte, c'est pas sûr qu'on va le raffiner nécessairement au Québec et tout ça. Là, le lien qui est là, le lien est là, le plan, parce que le gouvernement avance masqué dans cette affaire-là. Vous savez, quand René Lévesque, au début des années 60, a décidé la nationalisation de l'électricité, qu'est-ce qu'on a fait quand on a décidé de s'engager dans l'électrification? Lévesque est parti avec son petit bonhomme de chemin, là, puis il a fait le tour des régions, il y a eu des débats publics partout. Puis quand on a voté en 63, on savait que si on votait pour les libéraux, on s'engageait dans la nationalisation de l'électricité. Là, on est en train de transformer le Québec en pétroéconomie, en prétendant officiellement le contraire. Et tout ça se fait petit à petit. On a adopté en 2013, on a fait un premier règlement. On l'a modifié en 2014. Ensuite, à toutes les semaines ou à peu près, Investissement Québec donne 5 millions à Junet, 3 millions à l'autre, 5 millions, 115 millions pour l'Anticosti, souvenez-vous. Alors, tu sais, après ça, on a publié les lignes directrices provisoires sur l'exploitation gazière et pétrolière. On a publié le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui donne des distances séparatrices minimales entre les forages gaziers et nos sources d'eau potable. Là, on arrive avec cette loi-là. Il y a un ensemble, là. Il faut comprendre que le gouvernement, sans nous le dire, est en train de nous transformer en pétroéconomie. La différence est énorme. En 63, la nationalisation
chambres, puis nous autres, là, on va être bien autre la face, qu'on a des gars pour l'électricité avant 63. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, quand on a décidé, il y a eu un débat public. Il y a eu un débat public à l'époque autour de la nationalisation. Là, est-ce que vous êtes au courant qu'on est en train de transformer le Québec en pétroéconomie? C'est pas évident, là. Il faut chercher dans les journaux les petits articles, des fois un petit article par-ci par-là. Mais vous dites qu'il n'y a pas de redevance à rien, que c'est quasiment qu'ils nous donnent, parce que ça les paye où, ça? Le gouvernement ne peut pas être tout une gang de petits comptes, là. C'est quoi, là? Je prends pas eux autres, là. Mais moi, je veux juste savoir, quand ils font quoi, il faut que ça paye. Ouais. Ça paye où? Oui, ben écoutez, les compagnies québécoises, Junex, Petrolia, et compagnie, Squatex et compagnie, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est se faire racheter. C'est ça qu'ils veulent. Ah, ok. Parce que eux autres, ils trouvent du pétrole, hey, regarde, c'est moi qui le claim, j'en ai trouvé, il y a tant de milliards de barils de pétrole là. C'est des compagnies albertaines et texanes qui vont venir faire la fracturation hydraulique au Québec. C'est pas ces compagnies-là. Donc, ce que ces compagnies-là québécoises recherchent, c'est la valorisation de leur capital. C'est essentiellement ça qu'ils recherchent. Ces compagnies-là ont eu l'habilité d'engager des lobbyistes très puissants. Quand on va chercher Lucien Bouchard, qui à une certaine époque ici était presque un dieu, André Boisclair, l'ex-chef du Parti québécois, ces gens-là nous ont fait accroire, pour défendre leur intérêt personnel, qui défendaient encore l'intérêt du Québec en nous embarquant dans cette histoire-là. Regardez ce qui s'est passé avec Anticosti. C'est le modèle le plus absurde qu'on a jamais eu. Moi, je suis allé à Anticosti il n'y a pas longtemps, à rencontrer les citoyens, une assemblée publique comme ce soir, mais elle a duré 6 heures. Il y avait bien des choses à discuter. Il n'y a pas de port en profond dans Anticosti. Si on veut développer le pétrole, faire 5000 puits, il faut d'abord créer un port en profond. Ensuite, il faut créer un pipeline pour sortir le pétrole. On va faire quoi de ce pétrole-là? Un pipeline qui amènerait ça vers la Gaspésie ou vers le Bas-Saint-Laurent, où là, ça rattacherait à Énergie-Est, par exemple. Ça, c'est 10 milliards. C'est pas Junex qui va investir 10 milliards, c'est nous autres qu'il va falloir qu'ils mettent cet argent-là. Ensuite, dans une île où il n'y a rien, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien, là, vous allez créer 5000 puits, peut-être même 8 000, 9 000, c'est allé jusqu'à 12 000 dans les plans. Créer 12 000 puits sur l'île, là, ça veut dire créer un hôpital, ça veut dire créer des routes, créer des infrastructures qu'on n'a pas pour des gens qui vont faire du fly-in, fly-out, parce que les autres, ils ne resteront pas sur l'île, ils vont s'en aller. Alors, tu sais, c'est bon. Alors, prenez chacun des projets. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Écoutez bien ça. Ils ont fait une étude environnementale stratégique. Donc, des chercheurs ont examiné la rentabilité du projet. Très bien, formidable. Tu sais, c'est sécuritaire de faire ça. Et là, ils font les calculs. Si c'est du gaz, ça donne du temps. Si c'est du pétrole, ça donne du temps. Puis au lieu de faire une ventilation, comme on fait en science, ils ont additionné les deux totaux. Fait que, là, ça devenait hyper rentable, comprenez-vous, ils ont calculé en double. La réalité, c'est que pour que ça soit rentable, le pétrole d'Anticosti, c'est 250 $ le baril pour que le pétrole soit. Là, vous allez rouler un petit char, croyez-moi, quand le gaz va être à 250 $ le baril, là, on aura trouvé un moyen de mettre du gaz dans nos voitures. Mais, tu sais, alors, sur le plan économique, c'est absurde. Et, en plus, les politiciens nous ont tous menti comme des arracheurs de dents. Vous allez vous expliquer pourquoi. Le contrat d'Anticosti, moi, je sais ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui l'ont signé, ce contrat. Et il n'y a aucune pénalité si le Québec sortit de là. Alors, c'est incroyable. Comment? Vous avez un indice de ça? Souvenez-vous, d'une certaine époque, les dirigeants de Petrolia n'arrivaient pas à rencontrer M. Couillard. Ils faisaient des pressions, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, là. Ils faisaient des pressions pour rencontrer le premier ministre. Là, ils ont menacé de publier le contrat. Quand j'ai vu ça au départ, ils ont menacé de publier le contrat. Pourquoi? Mais quand vous savez qu'il n'y a pas de pénalité dans le contrat, puis que les politiciens de tous les partis, depuis des mois, nous disent non, il faut respecter le contrat, avoir des pénalités si vous faites partie, sortir de là, respectons la parole du gouvernement du Québec, Hey,
Ces monde-là, là, ils ont accès au contrat, hein? Ou ils ont eu accès quand c'était au pouvoir, mais ils ont accès maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils nous racontent des babards? Pourquoi est-ce qu'ils nous racontent toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens? C'est ça. On est rendu à